Afin de faire le bilan à mi-parcours de leur collaboration, les forces armées américaines et burkinabées se sont retrouvées à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au Niger, les ministres des infrastructures et des transports des pays membres de l'UEMOA se sont réunis à Niamey pour procéder à l'évaluation de la mise en œuvre du règlement 14 de l'Union. Et puis au Cameroun, le nouveau ministre des Transports effectue sa première tournée de prise de contact dans les services déconcentrés de son département ministériel dans la région du littoral. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les Béninois de la prison civile de Lomé ont reçu la visite des responsables de l'association de leurs compatriotes le 13 juin dernier. 99 hommes et femmes ressortissants du Bénin sont derrière les barreaux dans la capitale togolaise. Affiliée à Africa Diaspora Forum, la communauté de la diaspora des Béninois résidant au Togo a apporté des vivres à leurs frères et sœurs en difficulté avec la justice togolaise. Ces responsables envisagent de faire de même aux prisons à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Kofi Victor Osounou, l'un des responsables de la diaspora béninoise vivant au Togo, est ici au micro de Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Nous avons formé une association, une communauté à Lomé. Et au nom de la diaspora béninoise résidant au Togo, nous sommes allés à la prison visiter nos compatriotes qui sont détenus en prison. Nous sommes des membres affiliés à ADF, Africa Diaspora Forum. Donc c'est avec lui que nous étions partis pour une première fois. Et quand le PR était là, il y a 2 mois de cela, et nous l'avons rendu compte. Et il était content, il a dit que ça c'est une bonne initiative. Il faudrait que nous continuions jusqu'à Dapango et faire le recensement de tous les détenus. Et puis de temps en temps de leur rendre visite. C'est dans ce contexte que nous nous sommes préparés la semaine dernière, le mercredi passé, pour y aller avec des vivres, du riz, de macaroni, un peu de tout, pour pouvoir les satisfaire et en plus les encourager. Notre projet, c'est de continuer à l'intérieur du pays, voir le reste, celui de Palimé jusqu'à Dapango. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui ne sont même pas encore jugés. Et nous avons rencontré même des gens qui sont en prison depuis 9 ans, qui sont là, ils ne savent pas quand on va les juger. Donc tout ça, bon, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de grave et tout ça, mais nous allons les soutenir pour les encourager, parce que c'est des humains, ce sont nos frères. Les forces armées américaines et burkinabées revisitent leur coopération. Pendant 3 jours, les chefs militaires des 2 pays se sont retrouvés à Ouagadougou autour d'une rencontre annuelle de coordination de la coopération militaire. Objectif, faire le bilan à mi-parcours de leur collaboration dans l'optique d'accroître les possibilités pour plus d'opérationnalisation. La rencontre a été présidée par le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Plus de précisions avec notre correspondant au Burkina Faso, Claude Romba. Gradés burkinabés et américains font le point de la coopération militaire entre les 2 pays. Et le moins qu'on puisse dire, à cette rencontre de Ouagadougou, tous les domaines vont être revisités. De la situation sécuritaire à la formation, en passant par l'appui logistique et les priorités du Burkina Faso en matière de coopération militaire et de défense. La réunion qui a lieu dans un cadre annuel est une occasion donc de refaire le point sur la situation sécuritaire et de refaire le point sur les priorités du Burkina Faso en matière de coopération militaire et de défense. Suite à ça, nous pourrons enclencher les procédures pour chercher les ressources, les moyens nécessaires pour répondre à ces attentes. La coopération avec les États-Unis, qui date de près de 12 ans, a permis au Burkina Faso de bénéficier de soutien multiforme dans plusieurs domaines. Ce sont entre autres l'appui à la formation, à l'entraînement, en équipement et en appui opérationnel. Effectivement, le contexte actuel fait que le besoin de coopération, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec les autres pays, nous impose un peu de renforcer nos relations, notre collaboration dans le cadre de la lutte. Mais au-delà de la
lutte contre le terrorisme, il y a beaucoup d'autres domaines aussi où on avait un partenariat avec les États-Unis. Comme je l'ai dit, dans beaucoup de domaines, que ce soit la formation, que ce soit l'entraînement, que ce soit l'équipement, que ce soit l'appui opérationnel. Les forces armées américaines et burkinabées se félicitent des acquis engrangés depuis la mise en œuvre de leur coopération en 2006. Elles comptent renforcer cette collaboration. Parlons toujours du Burkina Faso. Le pays a abrité sur son sol à la date du 31 mai dernier 24 658 réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est ce qu'a indiqué le Haut Commissariat pour les réfugiés lors d'une conférence de presse à Ouagadougou à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié. Il faut dire que la grande majorité des exilés au Burkina Faso sont originaires du Mali où sévit une crise sociopolitique et militaire depuis 2012. Ils vivent pour la plupart dans des camps dans le nord-ouest du pays. Claude Romba pour le reportage. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à la date du 31 mai 2018, plus de 24 000 personnes, majoritairement des Maliens, ont demandé l'asile au Burkina Faso. 24 248 bénéficient de l'asile, de l'assistance et de la protection que l'État burkinabé. Nous avons des réfugiés d'autres nationalités. Et nous avons des Centrafricains, nous avons des Congolais de la RDC Congo, Congolais de Brazza, nous avons des Tchadiens, des Camerounais, des Pakistanais. Sur la question de l'apatridie, les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indiquent que ce sont 10 millions de personnes dans le monde, dont 750 000 en Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas de nationalité. Le Burkina Faso en particulier et la région ouest africaine comportent de nombreuses personnes à risque d'apatridie, autrement dit, des personnes qui ont des difficultés à prouver les liens juridiques qu'elles ont avec un État quelconque. Ce qu'on fait, c'est une étude pour voir l'ampleur de l'apatridie et les causes qui fait qu'il y a les populations qui n'ont aucun document. Et pour aider un petit peu les populations les plus vulnérables, on est en train de donner des actes de naissance symboliques, bien sûr. Rappelons que le HCR a lancé une campagne pour l'éradication de l'apatridie d'ici à 2024. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a dénombré 68,5 millions de personnes déracinées, c'est-à-dire des personnes qui ont été détachées de leur base, soit plus de 3 millions de personnes de plus qu'en 2016. Relancer un processus de paix au point mort au Soudan du Sud, c'est la raison pour laquelle le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont rencontrés une fois encore ce lundi à Khartoum. Les détails. Les deux dirigeants se sont rencontrés au centre de conférence de Khartoum lundi. C'était en présence des présidents soudanais Omar El-Béchir et ougandais Yoweri Museveni. Ces pourparlers font suite à un sommet régional des États d'Afrique de l'Est parrainé par l'Éthiopie et qui s'est achevé sans aucune percée. L'ONU, elle, a donné jusqu'à la fin de juin aux belligérants pour arriver à un accord politique viable en brandissant la menace de sanctions contre le Soudan du Sud. Pour cette série de pourparlers, la première à Khartoum, entre les deux leaders sud-soudanais depuis 2013, le chef de la diplomatie soudanaise, Aldir Diri Mohamed Ahmed, a exprimé son souhait de voir une percée pour régler cet épineux conflit. Leur rencontre mercredi à Addis Abeba a pris une mauvaise tournure, le gouvernement sud-soudanais affirmant que Riek Machar n'avait pas sa place dans un gouvernement d'union nationale. Début juin, la résolution présentée à l'ONU par les États-Unis demande au secrétaire général de l'organisation de l'informer au plus tard le 30 juin si le cessez-le-feu entré en vigueur en décembre tient toujours et si les deux parties sont parvenues à un accord politique viable. Je le disais en titre, les ministres des infrastructures et des transports des pays membres de l'UEMOA se sont réunis à Niamey au Niger la semaine dernière. Ils ont procédé à l'évaluation de la mise en œuvre du règlement 14 de l'Union relatif à la charge à l'essieu. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
13 ans après son adoption, le règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises a de la peine à être appliqué par les États membres. Pendant ce temps, les routes continuent de se dégrader avec pour conséquence des impacts négatifs sur le développement économique de la sous-région. Une situation qui a été à l'ordre du jour de la 6e réunion des ministres des infrastructures et des transports de l'Union. C'est seulement une application effective de cette réglementation communautaire qui permettra de sauver nos routes des dégradations prématurées pouvant entraîner un effondrement de notre patrimoine routier déjà insuffisant, avec toutes les conséquences négatives connues sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Le Bénin reste le pays qui a pris de l'avance sur l'application du règlement 14. Le pays a dû lever le pied sur l'accélérateur en raison du non-engagement de certains pays et des charges sur les consommateurs. Nous avons démarré l'application intégrale de cette prescription, mais sous la pression d'autres pays, nous avons été obligés de relâcher un peu parce qu'il paraîtrait que la pression sur le consommateur est trop forte. Mais je pense que c'est l'occasion pour nous de nous entendre sur ce qui peut être fait par tout le monde pour que, effectivement, de façon concomitante, on puisse appliquer ce règlement dans tous les pays. L'UEMOA et ses partenaires techniques et financiers, dont notamment l'Union européenne, ont demandé aux États de tout mettre en œuvre pour l'application rapide et effective du règlement 14. Le retard a déjà occasionné d'énormes pertes économiques. Nous pensons qu'à l'issue de cette réunion, des mesures urgentes et diligentes seront prises par l'ensemble des ministres pour faire en sorte que ce règlement soit appliqué, ce qui soulage nos routes, permettre à nos États de faire des économies importantes, mais surtout, c'est un signal en direction de nos bailleurs de fonds. Les ministres ont travaillé sur les recommandations et documents soumis à eux par les experts. Ils serviront de support à la prochaine réunion des chefs d'État des pays membres de l'UEMOA. Au Cameroun, le nouveau ministre des Transports nommé le 2 mars dernier, à l'issue du réaménagement du gouvernement, effectue sa première tournée de prise de contact dans les services déconcentrés de son département ministériel dans la région du littoral. Objectif, toucher du doigt les conditions de travail de ses collaborateurs. Reportage Narcisse Oum. Après la ronde entamée le 30 mai 2018 dans ses services déconcentrés à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le ministre des Transports Jean-Ernest Massienanga Lebibé a poursuivi ses prises de contact de travail dans les services déconcentrés de son département ministériel de la ville de Douala. Le ministre des Transports est venu toucher du doigt les réalités liées au fonctionnement des sociétés sous tutelle et passer en revue plusieurs points, dont la question de la sécurité. Il a ainsi visité, entre autres, l'aéroport international de Douala, le Conseil national des chargeurs du Cameroun, Douala International Terminal, le chantier naval industriel du Cameroun, BGFT, le port autonome, la société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun et enfin, la société camerounaise de transport urbain. Les problèmes que nous avons posés, c'est notamment les problèmes qui sont connus de tous, c'est notamment les problèmes de la lenteur au niveau de l'exécution de nos opérations, les lenteurs qui sont dues aux facteurs exogènes. À Douala International Terminal, le ministre s'est félicité des efforts consentis par le DIT et son personnel pour assurer la fluidité des opérations sur le terminal à conteneurs. Au terme de cette toute première visite de travail, le ministre des Transports s'est dit satisfait du travail abattu par ses collaborateurs. Après Douala, Jean-Ernest Massienanga Lebibé et sa suite s'apprêtait à s'engager au sud-ouest, région limitrophe à celle du littoral, pour une visite sur les chantiers de yard pétrolier de Limbé, un démembrement du chantier naval et industriel du Cameroun, quand les responsables de la sécurité dans le sud-ouest l'ont formellement déconseillé ce voyage en raison des menaces. En effet, Moutengane, ville située à l'entrée de Limbé, était encore sous tension à la suite de l'assassinat d'un gendarme routier par des terroristes sécessionnistes. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.